Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aller vers l'AMOCA. Nous allons recevoir le président de l'ADN, parti membre de la dynamique pour la vérité des urnes, Patrick Sivava, président de son parti, l'ADN. Et avec lui, nous allons, comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine qui était marquée, vous le savez, par les marches, marquée par les nouvelles nominations au sein de l'armée nationale. Et voilà, et évidemment la Covid, nous allons en parler. Très heureuse d'être avec vous, Patrick Sivava. Merci beaucoup, madame. Dynamique pour la vérité des urnes, toujours d'actualité? Oui, la vérité des urnes, en fait, ce n'est pas lié seulement aux élections de 2018, même si, concernant les élections de 2018, ça reste d'actualité. Mais vous savez, depuis 2006, on a toujours eu des élections contestées par une partie de la population. D'ailleurs, les préambules de notre constitution sont vraiment clairs, en disant que depuis 1960, s'il y a un mal qui nous ronge, le Congo, et qui évite le décollage de la RDC, c'est cette lutte pour la légitimité. Et c'est de manière où nous avons toujours des autorités illégitimes à la tête du pays. Donc la vérité des urnes reste vraiment une idéologie perpétuelle. Nous avons ouï dire ces derniers temps, Patrick Sivava, qu'il y a quand même des passerelles entre Tâche et l'AMOCA, qui est peut-être probablement, comme la politique est dynamique, il y aura peut-être un deuxième Genève. D'abord, pour un deuxième Genève, personnellement, je ne parierai pas sur ça, parce que vous savez, les gens qui ont été moins sérieux en retirant leur signature, et ils ont cru que c'était ça, un signe d'être courageux, et pourtant c'était juste la preuve de ne jamais respecter la parole donnée et de ne jamais être esclave de sa parole. Je pense que pareille personne ou pareil personnage ne peut plus venir autour de la table avec nous, surtout dans le sens d'un choix pour un candidat commun ou un candidat de l'AMOCA. L'intérêt supérieur de la nation, on peut mettre nos égos de côté. Vous voyez comment est la situation politique, économique, sociale de notre pays. Si tout le monde pense seulement à lui, à ses petits intérêts, à ses frustrations, mais le Congo n'avancera pas. On doit mettre le Congo d'abord avant toute autre chose. Au fait, ce n'est pas une histoire d'ego, c'est juste une histoire de sérieux dans les accords. Le problème, c'est qu'on peut mettre nos égos à côté, ça c'est très facile à faire. Mais à quoi ça sert de pactiser avec quelqu'un qui est déjà connu comme une personne qui ne respecte pas sa parole, qui n'est pas esclave de sa parole, et qui ne sait même pas respecter les engagements? À quoi ça sert? On va mettre les égos du côté, on va pactiser avec eux, après demain ils vont nous raconter encore une histoire de base. Bien que malgré leur base, ils ont eu un quart des points que, disons, de voix que notre candidat commun, Martin Fayulu, m'a dit d'ailleurs aux élections de 2018. Mais ils ne vont toujours pas accepter. Ok, mais vous avez suivi quand même Martin Fayulu, son speech vers la fin de l'année. Vous avez suivi ce changement de ton. Il était beaucoup plus posé, beaucoup moins vindicatif quand même. Donc, vous voulez parler de son interview à Washington? Oui, oui, exactement. Oui, mais ça, c'est la position de tout le monde. C'est normalement pas du tout vrai lorsque les gens nous traitent d'extrémistes. C'est seulement que les gens ne comprennent pas ce que nous voulons. C'est l'intérêt de la nation congolaise que l'on veut. Et si on aime le pays, on doit quand même des fois être assez rigoureux pour atteindre certains objectifs. Cela ne veut pas dire qu'on est extrême. Voilà pourquoi ce qu'il y a dans son message, disons, dans son interview, Martin Fayulu m'a dit, le président élu, a pardonné. Pardonner voudrait dire que il garde pas rancune. Mais simplement, il faudrait que les gens qui ont commis la faute acceptent d'abord leur faute. Sinon, on ne sait pas, on pardonne quoi? On pardonne quel fait ou quelle faute? Mais simplement, nous sommes au stade où ce sont les personnes qui ont volé la victoire, ce sont les personnes qui ont triché nuitamment pour fabriquer les résultats électoraux, qui n'arrivent pas à avouer leur faute. Et du coup, on reste dans l'impasse. Ce n'est pas de notre faute en tout cas. Nous allons parler, commencer comme à l'accoutumée, mesdames et messieurs, par la Covid. La Covid est toujours dans nos portes. Nous allons parler de cette campagne de sensibilisation. On doit toujours continuer à sensibiliser par rapport au coronavirus. Le coronavirus, vous le savez, en Europe, en Occident, il y a cette deuxième vague qui est arrivée. Il y a le reconfinement qui a repris en Occident, en France, en Espagne, en Australie et partout. On reconfine. Voilà, donc nous devons toujours sensibiliser parce que la maladie est toujours parmi nous et nous allons aller à l'hôpital HG pour voir un peu comment ça se passe pendant cet état d'urgence.
Depuis 2016, HJ Hospital est compté parmi les grands hôpitaux de la RDC, qui n'ont rien à envier à l'Europe. Cette formation hospitalière est multidisciplinaire. HJ Hospital, selon la volonté de son promoteur, a voulu être un hôpital multispécialité. C'est-à-dire, au fil des ans, au fil du temps, nous essayons, je ne vais pas dire à pas de géant, mais nous essayons de devenir un hôpital qui a en son sein toutes les spécialités. Aujourd'hui, je peux dire que nous sommes leaders en ce qui concerne la plateforme de services que nous offrons à nos patients. Plusieurs services y sont organisés, des équipements ultramodernes disponibilisés pour traiter les patients. Les services sont impeccables. Pendant cette période des luttes contre la Covid-19, HJ Hospital a disponibilisé un équipement pour la protection de tous les malades qui fréquentent cet hôpital. Nous avons d'abord sécurisé notre personnel. Nous avons mis en place tous les systèmes qu'il faut pour que même de l'extérieur, un patient peut venir malade. Mais nous avons mis en place des équipements de protection individuelle. Que tous ceux qui rentrent en contact avec des malades potentiels atteints de Covid soient protégés eux-mêmes. Il y a tout un système qui fait qu'on a vraiment limité la propagation de la maladie par le fait de la fréquentation à l'hôpital. La qualité des soins à HJ Hospital est impressionnante, inutile pour les Congolais de voyager ni en Europe ni en Inde. Dans notre département de chirurgie, nous avons premièrement le service d'orthopédie classique qui offre les mêmes services que les autres services d'orthopédie à travers les formations médicales, mais à la différence que nous avons un plateau technique qui est ultra moderne, ce qui nous permet de faire certaines interventions pour lesquelles les gens partent en Inde et que nous arrivons à faire ici, à savoir tout ce qui est arthroplastie. Le deuxième service en chirurgie, nous avons le service de neurochirurgie. Et là, nous faisons la chirurgie du crâne ainsi que la chirurgie de la colonne vertébrale dans un bloc opératoire qui est vraiment très moderne, à la pointe de la technologie par rapport à ce domaine. Pour permettre à tous les Congolais d'accéder à ces soins de santé, le directeur général de HJ Hospital, Jean Mukenge, plaide pour la renaissance des mutuelles de santé au pays et des assurances maladie. Patrick Sivava, on a déconfiné la commune de Langombe depuis quelques semaines déjà, mais on s'est rendu compte que les gens ont peut-être l'impression que le coronavirus est terminé. On voit que les gens ne respectent plus tellement les gestes barrières, la distanciation sociale, le port de masque, tout ça on semble l'avoir jeté dans les oubliettes. C'est depuis le début, au fait, pour la RDC, qui est la gestion du coronavirus, est vraiment assez regrettable. Et d'ailleurs, on constate déjà même qu'il n'y a vraiment pas un lien de confiance entre le gouvernant et le gouverné. Lorsqu'on nous disait que le corona est au Congo, le peuple n'y croyait pas. Lorsqu'on nous parle des chiffres, le peuple n'y croyait pas. Parce qu'en fait, le peuple ne croit pas. Il y a quelqu'un qui disait en rigolant dans les réseaux sociaux que le Congo est le seul pays où on dit qu'il y a le coronavirus et la population ne croit pas parce qu'on se connaît. C'est ça en fait les problèmes. On est en face des personnes qui ne sont pas légitimes et tout tourne autour de la légitimité. Et on voit comment est-ce que la réponse est gérée. On a pris le professeur Mouyembe, un éminent professeur, quelqu'un qui est habitué à la matière, mais regardez comment est-ce qu'on les tourne en bourrique entre guillemets. Parce que... Et les agents qui sont impayés qui sont en grève. Mais là, il n'y a pas état de droit. Parce que je crois que le ministre de la Santé serait quelqu'un de l'UDPS. Mais on a quand même demandé l'audit, Patrick Chivava. Il ne faut pas être aussi pessimiste, aussi mauvais, entre guillemets. On a demandé l'audit. Son prédécesseur a été arrêté sans audit. C'est tellement flagrant ce qui se passe avec la gestion du Covid que je pense qu'il fallait qu'il y ait déjà des décisions qui pouvaient apaiser les gens. Les audits, on sait comment ça se passe. Parce que déjà, on écoute eux-mêmes, de manière versatile, donner 3 chiffres. Lorsque le ministère des Finances parle de 27 000, je ne sais pas si 27 millions, le ministre parle de 4 millions, 5 millions, lui-même le professeur Mouyembe parle de 1,4 million. Moi je pense quand même que c'est tellement flagrant. Il y a une certaine opacité dans la gestion des finances. C'est tellement flagrant qu'il fallait qu'il y ait d'abord des mesures provisoires qui consisteraient soit à la suspension du ministre, soit à son arrestation pour des raisons d'enquête.
Parce que ce n'est pas sérieux ce qui s'est fait. En attendant, c'est la santé publique, c'est la vie des peuples congolais qu'on expose comme ça, parce qu'il y a des gens qui ont estimez, Patrick Chivava, qu'il y a une certaine largesse vis-à-vis du ministre Eteni parce qu'il est de cash, c'est ça? Exactement. Et nous voyons même dans la réaction des gens. On nous a parlé de l'état des droits. On a vu comment est-ce que le procès 100 jours s'est déroulé, la publicité de ces procès, et comment est-ce qu'il y avait même des raccordements frauduleux qui n'étaient pas compréhensifs, parce qu'on devait aboutir à l'objectif qui était de condamner Vital Kamerhe du fait que tout le monde savait déjà que Vital Kamerhe avait pris l'argent. Alors qu'on est devant un fait où c'est clairement établi qu'il y a contradiction entre les acteurs, et nous savons tous que celui qui gère le dossier riposte, c'est le ministre lui-même. On a même vu une correspondance de son vice-ministre l'accusant. Mais aucune décision n'est prise. De la même manière, avec Vital Kamerhe, aucune décision n'a été prise, ni pour les suspendre, ni pour les blâmer. Mais après, on veut nous dire que les directeurs du cabinet de chef de l'État, qui détournaient de l'argent, et ne seraient ni blâmés, ni suspendus par les chefs de l'État, et les chefs de l'État seraient innocents dans l'affaire. Alors que l'affaire de Vital Kamerhe devait concerner Vital Kamerhe et M. Tshilombo. Et les deux devaient être en prison. De la même manière, on voit avec Eteni, ni blâme, ni suspension, ni demande d'explication, rien. Bien que son vice-ministre l'a accusé. Que ce soit le Premier ministre, que ce soit les chefs de l'État, entre guillemets, ils disent rien. Donc, on peut constater une abstention coupable de la part de ces deux personnes. Nous avons suivi M. Jean Mukenge, qui est le numéro 1 de l'hôpital AJ. Tout a été vanté pour, en tout cas, faire vendre cet hôpital, mais les gens se plaignent du coût et les gens disent que c'est un hôpital privé. Est-ce que c'est pas quand même honteux, nous osons le dire, qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo manque un hôpital avec les mêmes infrastructures qu'AG? Quand vous allez à Mamayemo et ailleurs, c'est presque des mouroirs. C'est ça le problème, c'est vraiment honteux parce qu'on prend vraiment à la légère la santé du peuple congolais. Les hôpitaux qui sont réfectionnés, on a vu 51, on voit AG Hospital. C'est vrai, ce sont des hôpitaux qui viennent combler un peu le vide. Mais est-ce que ces vides devraient être comblés par les privés? Pire encore, les expatriés. Donc ça dit que lorsqu'un privé congolais veut investir, il y aura beaucoup de tracasseries. Mais lorsque ce sont des privés expatriés qui viennent investir, il n'y a pas de tracasseries. Je me rappelle, je ne veux pas citer l'hôpital parce que ce serait une mauvaise image, mais le responsable de l'un des deux hôpitaux qu'on a cité ici avait même giflé un ministre de la Santé. Je crois... Je me rappelle de l'incident. Et il n'y a eu rien. Pourquoi il le fait? Parce qu'il se voit comme un privilégié, comme quelqu'un, un extraterrestre ou un surhumain. Et il considère les Congolais comme des sous-hommes. Parce que lorsqu'un Congolais vient investir son argent, les Congolais ne manquent pas d'argent, ils ne manquent pas aussi d'amour. Mais lorsqu'ils veulent investir chez eux, le gouvernement qui se font par partage des gâteaux, comme des butins de guerre, ils cherchent d'abord à se faire de l'argent. Et on tracasse. Il y a tracasserie, rétrocommission, pourcentage, ainsi de suite. Et du coup, les privés congolais ne viennent pas investir. Et lorsque les privés expatriés viennent, ils viennent en conscience de cause, ils commencent par donner de l'argent, accepter des rétrocommissions, donner des parts à tous ces gens-là, des nouveaux riches, et ils ouvrent leurs hôpitaux. C'est normal que ce soit les expatriés qui aient des hôpitaux avec ces standings-là, qui a en son sein, si on vérifie bien, des codes-parts de tous ces nouveaux riches, ces codes-parts qui construisent des immeubles ici à Kinshasa, sur le dos des Congolais et sur le dos de la santé congolaise. Jean Mukenge a relevé aussi le fait qu'on doit reprendre avec les mutuelles de santé. Et beaucoup de gens d'ailleurs ne connaissent même pas c'est quoi un mutuelle de santé. C'est quoi un mutuelle de santé? Oui, les mutuelles de santé, quand ils répondent, c'est comme si on avait arrêté. On n'a pas arrêté. Les mutuelles de santé existent toujours. Mais simplement, le problème, c'est que la mutuelle, c'est comme la mutuelle d'épargne. La mutuelle de santé, c'est comme la mutuelle d'épargne. C'est comme l'impôt. Pour que les gens donnent leur argent, ils doivent être sûrs qu'ils auront ce qu'ils doivent avoir en retour. C'est-à-dire, pour la mutuelle de santé, les soins médicaux. La mutuelle de santé, c'est un assemblée ou bien un regroupement d'individus qui mettent leur argent, petite somme, régulièrement, et ils ont des abonnements dans les hôpitaux où ils peuvent avoir des traitements gratuits. Mais le problème, c'est que lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un où il y a un groupe qui forme une mutuelle, et après, lorsque vous êtes malade, vous ne savez rien faire. Vous allez à l'hôpital, on vous dit, la seule chose que vous pouvez faire ici, c'est l'examen pour la malaria. Alors, à quoi ça sert que je donne mon argent régulièrement pour que lorsque je suis malade, moi ou mes enfants, que je ne sache pas le faire? La mutuelle de santé, c'est une très bonne idée, et c'est quelque chose, même que, au niveau de la politique, de la santé publique, on doit vraiment creuser dessus pour permettre à ceux qui les Congolais aient la facilité d'avoir des soins de santé adéquats. Nous allons maintenant en politique, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la marche de la Mouka de cette semaine. Beaucoup disent que c'était un mi-échec. On va poser la question à Patrick Chivava, qui est membre de cette plateforme. Et la marche du FCC qui a été reportée, vous le savez.
Et même ce dimanche, il y a eu une marche du CLC. D'ailleurs, beaucoup ont dit, mais c'est un peu trop parce que le président a déjà dit non à Ronsard Malonda. Pourquoi marcher? Parce que le président a presque répondu à l'appel de la population. Plus de détails, mesdames et messieurs. Il est 11h, heure de Kinshasa, quand la marche anti-Ronsard Malonda de la coalition Lamuka a démarré, ici à la place Pascal, dans la partie est de la capitale. Cadres, militants et bien d'autres sympathisants de la coalition qu'accompagnait Jean-Pierre Bemba et sa famille ont longé le boulevard Lumumba jusqu'au niveau de l'échangeur. Ils disent protester contre l'entérinement de Ronsard Malonda, mais pas seulement. Peuple congolais a télémi, peuple a lobby, tolingi ba réforme, tolingi Malonda te. Tolingi 3 propositions de loi te. Tozo tellement tokokendeti nasuka jusqu'à ce que Ronsard Malonda a kolongwa. Au moni déjà place Tokomi. Tolba to salango et salemi. C'est le plus important. Tolba to bunda tina suka. Ezaka contre Rosard te boy bageza audit d'abord Yaseni et puis Nasuka, il faut réforme. Les Quinois qui étaient également de la partie ont émis le même souhait. Tout à Seni. Peuple n'aime pas le pouvoir. Peuple n'aime pas le pouvoir. Signalons que les manifestants ont été dispersés ici à la place échangeur par la police au moyen des gaz lacrymogènes. La décision de reporter la marche du Front commun pour les Congo, initialement prévue ce mardi 14 juillet au 23 juillet prochain, ressort de la déclaration de cette famille politique faite le lundi 13 juillet. En marge de la réunion de la conférence des présidents du FCC tenue pour passer en revue la situation politique dès lors, 3 points ont été abordés. Primo, le refus du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningobila, de prendre acte de la demande d'organiser une marche de soutien aux institutions de la République à cause de l'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République. Segundo, ce regroupement politique pense que l'état d'urgence aurait dû aider les gouvernements congolais à lutter efficacement contre la contagion de la COVID-19. Or, nous constatons que ceux-là même qui l'ont décrété ne sont pas prêts à les faire respecter, ajoute les communiqués. Tertio, le FCC s'indigne du comportement des formations politiques, notamment celle de la coalition au pouvoir, qui, en dépit de sa représentation au niveau le plus élevé de l'exécutif, a précisément décrété l'état d'urgence sans génie, a organisé en violation des lois de la République des marches entraînant mort et destruction méchante des biens. Preuve, s'il en était, que par-delà ces discours, il est sensible au ressort des Congolais et que pour lui, l'état de droit n'est qu'un slogan creux. Patrick Chivava, nous avons suivi la marche de Lamuka, hein. C'était ce lundi, beaucoup de gens, mais moi je vais un peu à contre-courant parce que nos compatriotes du FCC disent qu'on est en état d'urgence. Et l'état d'urgence, donc il y a une certaine restriction de la liberté. En plus, il y a la Covid. Avec cette population, pas de distanciation sociale, pas de masque, on a vu. Est-ce que c'est vraiment d'abord respecter cette population et ensuite, est-ce que vous ne désobéissez pas aux ordres de l'État congolais qui est représenté par son gouverneur, que vous avez dit niet, hein, il n'y avait pas de marche, mais vous avez quand même bravé l'ordre du gouverneur. D'abord, il faudrait savoir, madame, que depuis la bêtise de Koné Nanga du 10 janvier 2019, toutes les marches que nous voulons organiser, il y a toujours un argument pour les refuser. Les 30 juin, on nous a dit qu'on ne pouvait pas marcher les 30 juin parce que c'était la fête nationale. Alors qu'il y a toujours eu des marches les 30 juin dans le passé. Le 17 janvier,
la marche où on a mis les bandes blanches, on nous a refusé de marcher le 16 janvier parce que ce serait les jours de la mort de Lumumba. Alors qu'ils savent que lorsqu'on veut marcher, on choisit toujours des journées historiques. Du coup, maintenant ils disent Covid. Ils auront toujours un argument pour refuser. Le problème, c'est qu'ils savent que nous marchons contre eux. Et ils savent qu'ils ont volé les pouvoirs. Et ils savent que lorsque nous descendons sur le terrain, c'est la légitimité qui descend sur le terrain. Et ils ont peur que les choses puissent déborder et que le peuple décide d'en découdre avec eux. Ça, c'est un problème. Mais nous, on ne sait rien faire. Nous, on doit marcher parce que nous avons le droit et nous devons nous battre pour le respect de nos droits. Par exemple, vous constatez, vous dites qu'il y a la période d'urgence, il y a Covid. Mais s'ils savaient qu'il y avait tout ça, parce que lorsque nous marchons en réaction, et ils posent des actes et nous on vient réagir. S'ils savent que nous sommes dans la période de l'état d'urgence, s'ils savent que nous sommes pendant la période de la Covid et tout, c'est à eux de fournir un effort pour ne pas énerver le peuple. Lorsqu'ils posent, ils posent des actes qui doivent nous énerver, on fait quoi? La seule manière de réagir pour nous, c'est de descendre dans la rue. Et on va dire, parce qu'il y a Covid, on reste à la maison, et ils vont profiter de cette occasion, de cette période, pour poser des actes contre les games, pour baliser les terrains anticonstitutionnels qui vont exploiter après la Covid. Ça, on ne peut pas le faire. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, vous avez le même langage, vous parlez le même langage que l'UDPS. Aujourd'hui, la Mouka UDPS, vous vous battez contre Malonda. Moi, je pense qu'il faudrait quand même... Vous avez quelque chose en commun? Ce n'est que la tête de Malonda qui vous réunisse? Il faudra apporter une précision en cela. Nous ne parlons pas le même langage que l'UDPS. Ah bon? Nous reprochons... D'abord, le principe de notre côté est que rien ne doit se faire sans les réformes. Alors que pour l'UDPS, si on enlève Malonda, nommer une autre personne, ils peuvent accepter. Une personne acceptable pour eux. Alors que pour nous, même si on enlève Malonda et qu'on met les papes à la place de Malonda, tant qu'il n'y a pas eu de réforme en amont, nous ne sommes pas d'accord. Donc on ne parle pas le même langage, mais on se retrouve dans certains points. Ok. Donc, cette réforme-là que vous voulez de la CENI, pratiquement, vous voulez changer quoi dans la CENI? Il y a beaucoup de choses à changer dans la CENI. Parce que nous avons remarqué avec les 3 cycles où il y a eu tricherie, tricherie et tricherie, que cette tricherie a comme sous-bassement entre autres la loi électorale. Parce que comment on peut comprendre que la loi électorale dit que, dans son article entre 73 et 78, que les élections doivent être publiées. Le bureau de vote doit être publié, c'est-à-dire, lorsque vous votez, le bureau de vote dépouille affiche. Quand il transmet au niveau du centre local de compilation, le centre local de compilation rassemble et affiche. Transmet au niveau du secrétaire exécutif provincial, qui va compiler aussi et affiche. Après, ils vont envoyer au niveau du secrétaire exécutif national, qui va envoyer la plénière pour publication. Lorsque Konenanga vient vous parler des flashs, lorsque Konenanga vient publier les résultats, alors que les centres locaux de compilation n'ont même pas encore fini les travaux, qu'est-ce qu'on va dire? On constate que les lois ne sont pas respectées. C'est pour ça que nous avons des propositions pour réformer ces lois en telle sorte que même la plénière ait certaines contraintes. C'est-à-dire qu'il faut mettre des garde-fous partout. Nous avons constaté que la plénière n'avait pas de garde-fous. On a beaucoup de dispositions dans la loi électorale que nous pouvons changer, que nous devons proposer et que les autres vont juger bon s'il faudrait changer ou pas. Le 2 tours doit revenir. Ça c'est un impératif. On doit remettre les 2 tours des élections. S'il le faut même, il faudrait que l'on instaure les débats contradictoires comme une obligation pour ceux qui iront au second tour. Mais on constate qu'il y a des lois taillées sur mesure pour les raisons de la cause parce qu'on veut tricher. Et ce sont ces lois que la CENI de Kabila a utilisées pour tricher en faveur de M. Tshilombo. Mais que reprochez-vous pratiquement à Ronsard Malonda? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ronsard Malonda est celui qui était le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI lors de Malou Malou. Son titulaire, c'était un certain Corneille Nangaa. En 2011, la même chose. Donc c'est eux qui ont fabriqué les résultats de 2006, qui ont fait échouer Jean-Pierre Bemba. Et c'est Ronsard Malonda et Corneille Nangaa qui ont fabriqué les résultats de 2011, qui ont fait échouer Étienne Tshisekedi. Et lorsque maintenant, par gratification, on fait de Corneille Nangaa président de la CENI, lui, il appelle son partenaire de crime. Il dit non, comme il était mon adjoint, il connaît déjà comment on fait de lui titulaire. C'est comme ça que Ronsard Malonda est devenu secrétaire exécutif national. Alors maintenant que Corneille Nangaa est dans l'obligation de partir, il veut laisser le sale besoin à la personne avec qui il triche d'habitude, Ronsard Malonda. Alors, la suspicion légitime nous permet d'éviter quand même ces messieurs. Sauf si on pense que le travail que Malmoun a fait en 2006, Mohamed l'a fait en 2011 et qu'on est en 2018, c'est vrai que vous n'êtes pas de l'UDPS, mais c'est M. Ronsard Malonda
qui a défendu les résultats de la CENI. À l'époque, il était applaudi par les gens de l'UDPS parce qu'il a proclamé Félix-Antoine Tshisekedi étant le gagnant. Donc, il n'est pas un homme à battre normalement, entre guillemets, pour l'UDPS. Mais pour vous, la Mouka, on ne comprend pas, franchement, cette haine. Est-ce que ce n'est pas une affaire personnelle tout simplement, ou c'est pas, il entre simplement dans la réforme de la CENI? Le problème, c'est que nos amis de l'UDPS et du CACH de manière générale ne savent pas avoir honte. Ils sont maintenant divisés. Il y a une partie qui dit qu'on ne veut pas de Ronsard Malonda parce qu'il a trafiqué les résultats aux législatives nationales et provinciales. Et il y a une partie qui dit on a besoin de lui. Parce que si on l'attaque, ça voudrait dire qu'on accepte qu'il a trafiqué les élections présidentielles. Alors, dans tous les cas, ils le savent. C'est un secret des polichinelles que M. Tshilombo n'avait pas gagné aux élections. C'est un secret des polichinelles que... C'est comme Joseph Kabila n'avait pas gagné en 2011. C'est un secret des polichinelles. Mais on veut discuter sur des évidences. Un jour, ils vont nous dire que ça, c'est pas le soleil, c'est la lune. Alors qu'on voit le soleil. Ils doivent être juste d'accord. Soit ils soutiennent Ronsard Malonda parce qu'il les a aidés à tricher, soit ils ne les soutiennent pas et ils avouent qu'ils avaient triché. C'est ça le problème. Mais sinon, à ce qui nous concerne, les principes étaient clairs. Ce n'est pas seulement Ronsard Malonda. Pour éviter que les bêtises de 2006, 2011 et 2018 arrivent, c'est mieux d'avoir à la tête de la CENI quelqu'un qui n'a pas participé à cela. Ça, c'est les principes des religieux. Mais nous, il faut les réformes d'abord. Content de la réponse du président de la République, il a dit non, il ne peut pas... Je pourrais carrément dire que cette réponse-là reste encore dans le lot de rumeurs. Ah, il n'a pas encore dit officiellement. Parce que, mais pendant le conseil de ministres, on en a parlé, il a dit qu'il ne peut pas cautionner cette nomination. Oui, mais les procès verbaux du conseil de ministres, ça n'en parle pas. Ok. Nous allons d'ailleurs parler des morts, hein, parce que vous avez suivi, le FCC a dit qu'il y a eu des morts, il y a eu des destructions méchantes de la part de l'UDPS et tout ça. Donc certains responsables de l'UDPS sont quand même descendus pour voir un peu ces blessés dans les centres médicaux. Et évidemment, hein, la déclaration des prêtres catholiques qui soutiennent Mordicus, le cardinal Fridolin Ambongo, c'est toujours par rapport à Ronsard Malonda. C'est pendant le moment de malheur qu'on reconnaît les siens, dit-on. La situation d'une militante de l'UDPS, Chantal Chimba, touchée par une balle lors de la marche du 9 juillet dernier contre l'entérinement de Ronsard Malonda, n'a pas laissé indifférent Claude Balanki et Colomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, aussi membre du parti présidentiel. En face de son hôte de marque, la présidente de femmes au sein de la structure Bomoko n'a pas perdu à l'esprit la scène qui s'est passée ce jour-là lorsqu'elle a été atteinte par cette balle. Il y a le motocycliste qui est venu me pogner, je suis tombé. Je suis tombé en me relevant. Nous sommes échappés, on a pris le côté gauche, devant l'entrée du stade. Première entrée du stade. C'était là que j'ai senti regardé mes 100 fois. J'ai pris ma main, je tiens comme ça, j'ai gardé très fort. Bien que ça saignait là, il y avait l'hémorragie, mais j'ai gardé 100 fois. Jusqu'à ce qu'on obtenir ce que nous sommes en train de chercher. C'est ça l'esprit. Wow. Mais la visite de ce dimanche ne sera pas seulement pour le réconfort moral. Une enveloppe a été remise à Chantal Chimba par son hôte. Toutefois, Claude Balanki et Colomba a promis de suivre de près la situation jusqu'à la sortie de l'hôpital. Chemin faisant, Claude Balanki est allé rencontrer le même dimanche à Massina dans la Tchangou, le jeune de l'UDPS réuni au sein du mouvement fatiste tshisekédiste, avec qui il a échangé sur les principes vitaux du parti, mais également sur les projets de développement pour le bien-être de tous. Une occasion pour ces jeunes d'apprendre que lorsqu'on accède au pouvoir, c'est pour servir le peuple et non se servir, tel le maxime du parti, le peuple d'abord. L'Église a une lourde tâche d'éduquer la population, de l'éclairer. En annonçant la vérité, affirme l'abbé François Louyeye. Il estime qu'il est grand temps de sortir la population dans l'ignorance entretenue par certains acteurs politiques animés par la mauvaise gouvernance. Il est hors de question que l'Église se laisse intimider par les politiciens qui veulent à tout prix entretenir les désordres au pays. Cela montre qu'il y a encore beaucoup d'ignorance dans le chef d'une bonne partie de notre peuple, ignorance qui est entretenue par certains politiciens
qui veulent continuer à voler, à piller le pays et à faire de la mauvaise gouvernance. Donc c'est notre charge que d'éduquer la population, que d'éclairer la population. À en croire François Louyeye, dans un état de droit, l'indépendance de trois pouvoirs s'avère indispensable. La personne humaine doit être respectée dans son intégrité et tout celui qui gère les deniers publics devra s'en rendre compte. Donc je persiste et je signe, l'Église a pour mission d'éclairer la population en annonçant la vérité. Le bien commun doit être au-dessus des intérêts particuliers, individuels, personnels. Eh bien, dans la démocratie, on respecte les associations qui ont le droit de s'exprimer selon le principe de la subsidiarité. Et ces associations-là s'organisent pour le bien de la population et les pouvoirs devaient même les soutenir pour la promotion de la société tout entière. Hormis sa mission d'éclairer la population, affirme-t-il, l'Église doit continuer à annoncer la vérité de l'Évangile, l'amour du travail, la sincérité, l'honnêteté. La liste n'est pas exhaustive. Patrick Chivava, nous avons suivi, le monsieur Ilankir, je ne sais pas si je ne massacre pas son nom, est allé rendre visite aux victimes lors de ces marches-là. Et d'ailleurs, le FCC l'a relevé, il y a eu des morts, il y a eu des casses méchantes et tout ça. Mais vous savez, Patrick Chivava, que la police, d'une façon ou d'une autre, va répliquer face à Yamatumboli, comme on dit, on sait comment ça se passe. Mais vous laissez quand même cette population aller au carnage, permettez l'expression. Vous savez, il ne faudrait pas mélanger les choses ou les individus. Nous savons tous que lorsque l'UDPS marche, c'est avec l'objectif de casser, avec l'objectif de piller. Ce n'est pas le cas avec nous, la Mouka, de manière générale. La preuve, la dernière marche, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de... Il n'y a pas eu de casse. Même la marche du 7 janvier, il n'y a pas eu de casse. Même la marche du 30 juin, il n'y a pas eu de casse. Même la marche pour nos députés qui étaient exclus par la Cour constitutionnelle, il n'y a pas eu de casse. Mais il y a eu des morts de l'autre côté. Il n'y a pas eu de morts du côté de la police. Il faudrait savoir que depuis que M. Tshilombo gère le régime Kabila 2.0, comme on l'appelle, le seul parti politique qui a tué un policier, c'est son parti à lui. Et jusque-là, il n'y a pas de suite. C'est comme si ils ont le droit. On a vu ce qu'on appelle la Ouakassi. Le départ du ministre de l'Intérieur. Ils ne peuvent pas le faire. C'est vraiment ne pas avoir honte. Je me rappelle au début, en 2019, lorsqu'on a commencé à marcher, lorsqu'on nous arrêtait, ils ont inventé même une histoire selon laquelle on nous donnait des gros vitalos. Que ce serait l'état de droit, que ce serait M. Tshilombo qui a mené ces systèmes. Ils ont jeté des fleurs à M. Tshilombo. Alors que c'était faux, on n'avait même pas de gros vitalos. Même les petits vitalos, on n'en avait pas. Maintenant que la même police commence à faire des bavures, il va dire que c'est Kakone. On a toujours vécu au Congo. On a toujours vu comment est-ce que la responsabilité est amenée au niveau de Kabila. Pourquoi maintenant ça doit pas être la responsabilité de tout le monde sauf de Tshilombo. Lorsque Kamere détourne, c'est Kamere, c'est pas Tshilombo. Lorsque Eteni détourne, c'est Eteni, c'est pas Tshilombo. Lorsque la police tue, c'est Kakone, c'est pas Tshilombo. C'est la responsabilité personnelle. Maintenant, on sait que peut-être qu'on mettait tout sur le dos de Joseph Kabila, mais c'était pas le cas. Non, le problème, c'est qu'ils cherchent à blanchir Joseph Kabila, mais en même moment, ils ne veulent pas le blanchir, donc ils sont versatiles. Vous parlez de la responsabilité individuelle, on le sait. Mais simplement, à côté de ces principes de droit pénal, il y a les principes de la responsabilité du chef hiérarchique. C'est pourquoi on avait interpellé le chef hiérarchique. Et il y a aussi l'abstention coupable. C'est-à-dire, tu es le chef, tu devais sanctionner celui qui a commis l'infraction, ou bien celui qui a commis une faute, mais tu ne le sanctionnes pas. Tu es aussi responsable. Et par rapport à la situation au Grand Katanga, on a appris qu'il y a eu des morts qu'on a repêchés dans des rivières et tout ça. Il paraît que c'est les membres de l'UDPS encore. Je ne comprends pas comment c'est arrivé. Nous, au moins, lorsqu'on a voulu organiser notre marche du 13 ici, on avait appris qu'il y aurait infiltration au niveau de Katanga et le président Moïse Katumbi avait annulé la marche. Il avait raison d'annuler la marche. Oui, c'était prévisible parce qu'il faut éviter. On allait mettre ça sur le dos de la Mouka. Comme on cherche toujours, à chaque marche, il y a toujours des infiltrés. Mais nous avons un principe. Chaque marcheur et la police d'abord. Et avant la marche, nous disons à la police, ne soyez pas loin. Si nous voyons quelqu'un en train de faire des ordres, on le prend, on vous le donne. Maintenant, le problème, c'est que ceux qui allaient infiltrer la marche au Katanga devaient être armés, des machettes. Alors là, ça serait difficile de les prendre. Ils allaient tuer et les membres de la Mouka et la police, et on allait mettre ça sur le dos de la Mouka.
Jean-Pierre Bemba a défilé avec les membres de sa famille. Quelle est votre réaction? Parce qu'on dit toujours que Nabino Bazana Poto et tout ça, vous envoyez les enfants des autres au marché, mais cette fois-ci, Jean-Pierre Bemba marche avec sa femme. Non, mais la réaction ne peut qu'être positive. Déjà, c'est cet argument selon lequel nos enfants sont en Europe et nous on vient marcher, c'est déjà pas un argument qui tient les pieds. Parce que le fait que nous marchons, si nous tombons, nos familles auront une grande perte. Les gens qui disent que nos enfants marchent, disons les enfants ne marchent pas, est-ce qu'ils peuvent nous dire si leurs parents marchent? C'est ça la grande question. Si nous marchons et que leurs parents ne marchent pas, donc si nos enfants ne marchent pas, ils peuvent marcher aussi. Est-ce que vous êtes sûr qu'avec les marches, il y aura l'autorité en face va vous écouter? Le problème c'est que il écoute, il fait la sourde oreille, il veut gérer par défi, parce qu'ils ont volé le pouvoir. Mais le monde, la communauté internationale, la communauté nationale, c'est-à-dire les Congolais, mais qui sont expatriés, ils voient, ils connaissent. C'est pour ça qu'en anglais, on appelle march demonstration. Ils voient des démonstrations des forces que la Mouka impose. Depuis qu'on a marché, les FCC a eu peur, il a annulé sa marche. Bon, ils disent qu'ils ont reporté, mais sûrement les 23, ils ne vont pas aussi marcher. Et vous verrez, l'UDPS, c'est vrai, ce n'est pas une plateforme, il n'y a pas de comparaison à faire. Mais on a vu que l'UDPS, comme parti politique, peut entrer dans la Mouka au moins 1000 fois. Par rapport au terrain. Donc, ce sont les démonstrations des forces que nous faisons pour démontrer que la légitimité se trouve de notre côté. Ça ne sera pas éternel, c'est une question de mandat. Mais après 2023... Si aujourd'hui, c'est vrai que je fais la politique fiction, si aujourd'hui le président de la République retendait, puisqu'il avait déjà fait une fois, retend la main à Martin Fayoulou et aux responsables de la Mouka pour qu'il y ait une certaine coalition ou un autre dialogue pour essayer de tempérer un peu la crise, parce qu'on dit que la gronde sociale est vraiment en train de bouillir et d'ici là ça va vraiment mal aller, ça va aller de mal en pis. Ce sera une bonne chose que les ténors de la Mouka en tout cas parlent avec le président de la République. Le problème c'est que M. Chilombo a cru ou continue à croire qu'on dirige le pays par des opérations de charme. C'est ce qu'il fait depuis le début et c'est pour ça qu'il échoue. Eux, ils se disent que nous, on critique seulement, on ne propose rien. Combien de propositions nous avons faites? Le président élu, Martin Fayoulou, m'a dit, il a même mis une proposition aujourd'hui écrite sur la table. Nous ne sommes pas extrémistes et nous ne sommes pas contre des dialogues. Mais simplement, nous ne voulons pas que ce soit un moment où on va se séparer des postes, où on va gérer ensemble pour avoir débuté des guerres comme ils le font avec Cash et FCC. Mais nous voulons que ce soit un dialogue qui pourra permettre à ce que tout ce qui s'est passé de 2006 à 2018, ça n'arrive plus. C'est pour ça qu'on fait instaurer des réformes. C'est pour ça qu'on a proposé la création du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Parce que nous ne voulons pas, on va nous dire que non, Martin Fayoulou veut être au gouvernement. Il ne veut pas de ça. Le Haut Conseil des réformes institutionnelles sera là juste pour réformer. Pendant 12 mois ou 18 mois. Après, nous allons aux élections, on remet le pouvoir à l'entendement du peuple, qui est le souverain primaire selon l'article 5 de la Constitution, qui pourra rechoisir des gens. Et nous sommes sûrs que nous allons encore les battre. La séparation de pouvoir, est-ce que l'Église catholique n'en fait pas un peu trop? Pour son reproche à l'Église catholique d'être trop politisée au fait? Parce qu'il y a déjà eu, on sait qu'il y a la séparation entre l'État et l'Église, c'est déjà un fait. Mais chez nous, on a l'impression que l'Église est beaucoup plus politique, qu'il s'occupe beaucoup plus de la politique et de l'âme de ses... Bon, je pense que moi, personnellement je suis catholique, je cadre sacrément quand même. Je pense que l'Église ne s'occupe pas de la politique. L'Église s'occupe de sa part, qui est le bien-être de l'être humain. Mais le problème maintenant, c'est que lorsque les politiques font mal les choses, ils auront toujours tendance à voir que l'Église catholique est en train d'empiéter leur terrain. Parce que lorsque l'Église catholique constate que les gens meurent de faim, l'Église catholique doit parler. Parce que ce sont des pasteurs. Et du coup, en parlant, ceux qui devraient donner à manger, ils se sentent attaqués. Si l'Église catholique veut faire la politique, l'Église catholique va commencer à conquérir le pouvoir. Va commencer à chercher aussi à avoir des postes politiques. C'est que l'Église catholique ne fait jamais. Même pour la CENI, l'Église catholique est prête à faire des concessions. Le problème, c'est seulement que dans des pays où les gouvernants font très mal leur travail, ils voient toujours l'Église devant eux, et comme ils n'aiment pas la critique parce que ce sont des dictateurs, ils estiment que l'Église catholique fait la politique. Qui intimide, selon vous, l'Église catholique aujourd'hui? On a parlé des intimidations, et ils n'ont pas peur, mais ils sont attaqués, intimidés, insultés. On connaît qui sont rois de l'insulte, qui sont rois du qualificatif. On le sait. On a vu des voix qui ont circulé dans les réseaux sociaux, même des mots assez forts contre le cardinal Ambongo, qu'on traite des tribalistes, qu'on traite de tous les mots. Parce qu'il a émis un avis, il a donné une position objective, mais qui s'avère être contre eux. Alors ils insultent.
si je dois le dire clairement, si je dois répondre clairement à votre question, c'est l'UDPS qui insulte l'Église catholique maintenant. C'est l'UDPS qui traite les cardinals amoureux de tous les mots. Voilà, même les prêtres sont venus à la rescousse, parce que trop c'est trop. Trop c'est trop. Un cardinal de l'Église catholique a quelle équivalence dans ces partis? Si se pose des questions. Dans le cursus, pas seulement par son titre de cardinal, donc son cursus, son profil, étant qu'être humain. Ils ont qui a les profils du cardinal Ambogo? Ils ont insulté le cardinal Mosero. Après tout ce qu'il a comme thèse de doctorat, tout ce qu'il a comme expérience. C'est ça qu'ils font. En fait, ils aiment l'intolérance. Ils ne sont pas réceptibles. Lorsqu'on les critique et ils insultent, alors qu'ils pouvaient juste répliquer en se justifiant ou bien en critiquant aussi. Mais ils attaquent les personnes, c'est pas sérieux. Merci. Nous allons parler maintenant du refus du président pour l'enterrement de Ronsard Malonda. Vous l'avez dit tantôt que ce n'est pas encore officiel, mais on va en parler tout de même. Et évidemment, comme on le sent ces derniers temps, chaque vendredi, il y a Conseil des ministres. Nous allons voir le résumé proposé par notre rédaction. Compte rendu de la 40e réunion du Conseil des ministres. Ce vendredi 17 juillet 2020 s'est tenue par vidéoconférence la 40e réunion du Conseil des ministres sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, de la stratégie commune de transition entre la MONUSCO et le gouvernement congolais. Le président de la République a signalé qu'une réduction du niveau de déploiement et de la zone d'opération de la MONUSCO devra se faire en concentrant la présence militaire de la mission onusienne dans les régions les plus affectées par des niveaux d'insécurité élevés et persistants, tout en s'orientant vers une présence policière et civile des Nations Unies dans des régions plus stables avant de réduire les opérations de la MONUSCO dans ces zones. Du contrôle par l'inspection générale des finances concernant les exonérations et les compensations. La crise entraînée par la pandémie de Covid-19 oblige l'État à faire face à des multiples dépenses pour assurer la stabilité socio-économique du pays, mais aussi à garantir la résilience de notre économie au travers d'un soutien public aux investissements. C'est pourquoi l'inspection générale des finances, dont les nouveaux animateurs viennent d'être récemment désignés, a été instruite de veiller au contrôle de toutes les exonérations et compensations accordées à ce jour et qui, par ce fait, amenuisent les montants des recettes récoltées pour le compte du Trésor public. Depuis l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la prochaine centrale électorale par la Chambre basse du Parlement comme choix des confessions religieuses, les mouvements de contestation ont été signalés dans plusieurs villes de la RDC. Suite à ce, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris une décision ferme. Ronsard Malonda ne sera pas investi comme président de la CENI. En effet, la demande de Janine Mabunda au chef de l'État n'a pas trouvé faveur. Dans sa réponse à la correspondance lui adressée par la présidente de l'Assemblée nationale, Félix Tshisekedi fait remarquer que la demande de désignation souffre de failles énormes qui suscitent des doutes sur l'acceptation de Ronsard Malonda par les confessions religieuses. Pour les chefs de l'État, la composante confession religieuse dans sa diversité conteste la désignation de celui que l'Assemblée nationale a entériné. Il précise à Mabunda qu'aucun soubassement n'accompagne sa lettre, tels que des procès-verbaux de désignation et d'entérinement. Il s'y est de noter que les manifestants contre Malonda ont également exigé des réformes profondes à la CENI avant de passer à l'élection du nouveau président. Patrick Chirava, nous avons suivi le président de la République qui a donné une réponse de non-recevoir. Fin de non-recevoir. Une fin de non-recevoir, merci. Je ne savais pas comment le dire, fin de non-recevoir. À la lettre de la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda. Donc pour vous, Janine Mabunda est en train de faire un passage en force pour l'investissement ou l'investiture de Malonda. Déjà, il faudrait savoir que l'initiative de réunir les chefs religieux venait de Janine Mabunda. Donc, c'est qu'elle avait déjà quelque chose derrière la tête
sûrement fomentée par les laboratoires occultes du FCC. Alors c'est normal qu'elle fasse les forcings, comme Aubin Minoko a voulu faire en 2015 avec la fameuse disposition sur le NIP. Mais simplement, en face de ces forcings doit voir le peuple. Et le peuple est représenté par la Mouka. Et la Mouka a démontré le 13 janvier que s'ils veulent vraiment qu'on en arrive là, on va en arriver là. Depuis le 10 janvier 2019, nous fournissons un effort de ne pas en arriver à prouver notre force sur le terrain. C'est pour ça qu'on réclame la vérité des îles par des moyens civilisés. Mais apparemment, on est en train de nous pousser à en découdre avec eux. Et ils savent que la majorité réelle de la population congolaise se trouve derrière la Mouka. Maintenant, on nous dit qu'il a réservé une fin de non-recevoir, comme on venait de dire. Mais par quelle forme il a fait? Parce qu'on a tous vu la lettre de Mambounda circuler, où il envoyait les PV. Il lui demandait d'investir, Ronsard. Mais on n'a pas vu sa lettre. On a vu une lettre non signée, non cachetée et tout, que les gens ont fomenté dans un cybercafé, on sait où, qui circulait aussi avec son nom. Le nom du président de la République. Et puis on écoute qu'il a réservé une fin de non-recevoir. Mais par quel acte? Jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas sûrs que Ronsard Malonda ne sera pas nommé. Nous continuons à mettre la pression. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui même, il y a eu aussi la marche du CLC et des autres mouvements citoyens, parce que nous constatons qu'il y a une certaine machination qui se joue. Et comme d'habitude, l'UDPS ne joue pas franc jeu. Ils coopèrent avec les FCC, avec Kabila à la nuit, et les jours, ils vont nous faire croire qu'ils ne veulent pas de Ronsard Malonda. On sera surpris. On sera surpris. Qu'il soit investi. On sera surpris. Il sera investi et puis on va continuer encore la lutte. Lorsque Kabila va leur donner quelque chose qu'ils demandent, ils vont donner en contrepartie l'investiture de Malonda. C'est comme ça qu'ils gèrent le pays. Donc, le pays n'est pas géré sur un cadre constitutionnel. Le pays est géré sur le cadre de l'air d'île. De la loi fondamentale du pays, elle est l'île et non la constitution. Et c'est regrettable. C'est trop fort quand même. Mais quand même, le chef de l'État, on le sait, écoute ce peuple, écoute la base. On sait que vous avez parlé de Genève, que c'est peut-être pas possible, mais le président à l'époque, avant qu'il ne soit président, a écouté la base. La base avait dit non à la signature de Genève et le président a écouté cette base. Et cette fois-ci, le peuple était dans la rue et le président, à son habitude, écoute la base. La base ne veut pas de Ronsard Malonda, le président ne fera pas un forcing. Nous savons tous que les retraits de la signature de M. Tshilombo et de M. Kamere n'a rien à voir avec la base. Je l'ai dit et j'insiste, n'a rien à voir avec la base. Ça a à voir avec les caractères moins sérieux, point barre. Et ils ont trouvé un argument, ils se sont réfugiés derrière la base. La preuve, à part pour cette signature-là de Genève, Tshilombo a encore écouté la base dans quoi? Le dernier en date, la base a marché le 9, la base a chanté divorce avec Kabila, rupture de la coalition. Il a répondu à Brazzaville en disant juste le contraire. C'est ça, écoutez la base. Les derniers, il y a plein d'exemples où on a vu dans des vidéos d'amateurs, Kabouya et Kaboun s'est forcé à faire accepter Kabila par la base et la base refuse. Tout le monde sait que depuis le 10 janvier 2019, l'UDPS est divisée en deux. M. Tshilombo et quelques cadres sont entrés au FCC et la base est restée à l'opposition. Si réellement il écoutait la base, il y a beaucoup de choses que la base de l'UDPS demande, qu'il peut faire et qu'il ne fait pas. Donc il n'écoute pas la base. Il ne faut pas qu'on dise qu'il écoute la base. Oui, mais cette phrase du président, peut-être vous le sortez de son contexte. Le président veut la paix, veut le consensus, il veut qu'il y ait harmonisation de point de vue. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est la coalition FCC cache. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça la réalité sur le terrain. Oui, mais qu'est-ce qu'il peut faire mais s'il coupe cette coalition, s'il casse cette coalition-là, vous savez les retombées? Non, mais ça c'est pas un problème. La base demande qu'on coupe la coalition et lui il refuse. C'est ça qui m'intéresse. Vous dites que la base a demandé qu'on coupe la coalition à la Mouka. Il a accepté. Maintenant la base demande qu'on coupe la coalition FCC, je refuse. C'est ça qui est important. Bon, les retombées, il n'y a pas de problème de cohabitation. Il y en a eu plusieurs en France. La France n'est pas morte pour autant. Mais simplement, ces cohabitations françaises là, Chirac, Mitterrand, Balladur encore, et puis Chirac, Jospin, c'est parce que chacun avait une légitimité. Mais le problème maintenant, avec cette coalition-là, qui figure même dans l'ordonnance qui nomme le Premier ministre, ça s'est passé dans quel pays au monde? La RDC a inventé. Dans le préambule, on dit vu la coalition, les deux documents qu'ils ont signés, Moulan et Kaboul, qu'ils ont donné à la télé, au grand hôtel, on le met à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que, vu la condition, mais vu aussi les deals, parce que les deals, les secrets, il ne fait pas les dire.
Ils ont mis ce qu'ils pouvaient mettre de manière apparente dans la coalition. Donc c'est-à-dire que nous vivons sous l'ère du deal et non sous l'ère de la Constitution. On a mis la Constitution à côté et on évolue à rapport avec les deals. Et avec les deals, nous savons tous que M. Tchilombo n'a pas gagné. Du coup, il ne sait pas vivre dans la cohabitation. Parce que les cohabitations françaises ont survécu parce que chacun se reconnaît une légitimité quelque part. C'est lui qui était président, lui qui était voté par le peuple français, et c'est lui qui était premier ministre a fait sa majorité venant du peuple français. Mais ils se retrouvent là, ni les parlements, la majorité parlementaire, ni l'élection présidentielle a été vraie. Ils ont triché. Le fait qu'ils ont triché, la seule personne qui détient la légitimité, la seule personne qui donne la légitimité, c'est M. Kabila. Vous avez suivi le 40e Conseil de ministres, hein, on a parlé quand même d'une transition entre la MONUSCO et les FRDC. Enfin, la MONUSCO pourrait quitter la République démocratique du Congo, parce que la MONUSCO est là depuis 1999, si je ne me trompe pas. Donc, enfin, on peut voir cette mission, la plus grande des Nations Unies, quitter notre pays. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que dans un Conseil des ministres, ou bien dans les hautes sphères politiques de notre pays, on parle du départ de la MONUSCO. Nous allons voir s'ils vont exécuter, sinon on va encore attendre jusqu'au calendrier grec. L'exonération et la compensation par rapport à cette maladie, par rapport à la crise économique, le gouvernement a mis l'accent sur ça, hein, parce qu'on doit quand même aider nos différents hommes d'affaires ici, hein, par rapport à la taxe et tout ça. Le problème, c'est que nous sommes habitués au discours. Nous sommes habitués au discours. Lorsque la pandémie va un peu disparaître, ou bien on sera en mesure de vivre avec, les activités vont rentrer comme il faut et on verra s'ils vont appliquer ce qu'ils disent. Comme je vous ai dit, eux ils pensent que on peut gérer le pays par des opérations de charme. C'est-à-dire ils posent des actes pour plaire aux gens, pour qu'on dise béton, il a fait quelque chose de positif. En réalité, il ne fait rien pour le pays. C'est pour ça que tout est rouge. Et comment expliquez-vous l'inflation, la dépréciation de la monnaie congolaise aujourd'hui? Nous sommes à 2020 déjà. Comment vous expliquez ça? Il n'y a pas que ça. Est-ce que vous savez qu'avec le $1 2020, le salaire des fonctionnaires a été pratiquement coupé de 50%, sans qu'ils le sachent. Parce qu'ils ont pris les IPR là de 15%, dans le 100% des salaires. Après, il y a eu l'inflation. Du coup, la valeur de ces salaires-là n'est plus. Donc, on a des grands chantiers dans ces pays, il faut se concentrer sur cela. Mais c'est pas ce que lui, il fait. Lui, il fait des opérations de charme. Il va réhabiliter la maison des monastères pour faire dire, il est béton, il est état de droit. Il va arrêter quelqu'un qui n'a rien à voir avec les détournements, les Ritabola, les Guy Matondo, alors qu'il connaît les gens qui ont volé cet argent. On va dire état de droit. En attendant, quand il pose ses actes pour son image, il ne fait rien pour le pays. Et du coup, ça les rattrape. Ça les rattrape. Tout est rouge. On a 7 pays voisins dans notre pays. Même la Zambie, je ne me rappelle pas dans un passé proche qu'on était en guerre avec la Zambie. Même la Zambie, c'est la Centrafrique qui fait quand même. Si les cas sont déjà chez nous, c'est quand même insultant, moi je trouve. La Centrafrique, je comprends, je peux encore comprendre parce que c'est instable. C'est un pays instable. Mais la Zambie est stable. Mais même la Zambie entre au Tanganyika et prend une partie du pays. Vous avez au Bas-Congo, il en a parlé au président du Congo-Brazzaville qui peut jouer à la médiation, hein, entre nous et la Zambie, parce que... Une paix par la médiation n'est toujours pas une paix. On n'attaque pas un pays parce qu'on le respecte et parce qu'on les craint. Et lorsqu'il faudrait que lorsqu'on vous attaque, vous allez vous plaindre. On a vu l'affaire et des changements ici dans l'armée. Ça ne sert à rien. Il faudrait que les États voisins et d'autres États refusent de nous attaquer parce qu'ils ont peur de nous. Ils ont peur de notre riposte. Et non parce que ils ont peur du Congo Brazzaville qui va faire la médiation ou bien des États-Unis. Nous allons d'ailleurs en parler, hein, de ces nominations au sein des FRDC, pardon. Et évidemment, hein, le gouverneur du Congo central qui refuse de quitter son poste malgré l'injonction de la Cour constitutionnelle. Suivant. Des nouvelles nominations ont eu lieu au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. C'est vendredi 17 juillet via des ordonnances présidentielles lues aux ondes de la télévision nationale. Le président de la République a procédé à une mise en place des nouveaux officiers généraux et supérieurs des FARDC. À l'état-major général passé au grade de lieutenant général, le général Jean-Claude Yave est devenu le nouveau chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Ces derniers remplacent à ce poste le général Amissi Kumba, dit Tango Fort, qui devient à son tour inspecteur général de FARDC.
Ce poste jadis occupé par le général John Numbi, mais celui-ci vient d'être écarté par le chef de l'État. Quant au général Mouindo Akili, passé lieutenant général, devient inspecteur général adjoint en charge des opérations et renseignements. Le général Oded Ruibadira est nommé sous-chef d'état-major en charge des opérations et en remplacement du feu général Delphin Kaimbi, c'est le général Michel Madiangou Mbala qui est nommé au poste de sous-chef d'état-major en charge des renseignements. S'agissant du chef de la maison militaire du chef de l'État, c'est le général Franck Toumba qui vient de prendre la commande. La Cour constitutionnelle appelle au gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, de déposer sa lettre de démission auprès du président de la République. En réponse, le numéro 1 du Congo central rappelle au procureur général près la Cour constitutionnelle que la prétendue déchéance prononcée dans un hôtel de la place n'a jamais eu lieu, le procès verbal du 4 décembre 2019 ayant été détruit. Atou Matubwana soutient que les décisions judiciaires du procès verbal de la dite destitution sont des nuls effets. Pour étayer son argumentaire, le gouverneur contesté brandit le jugement du 30 janvier 2020 rendu par le tribunal de paix de Matadi ayant déclaré faux les procès-verbaux dont celui de sa déchéance et exige leur destruction. Il évoque aussi le jugement du tribunal de grande instance de Matadi du 13 mars 2020 déclarant la fin d'instance et l'arrêt de la Cour de cassation du 20 mai 2020, rendant irrécevable donc exécutaire. Ici est de rappeler qu'à travers sa correspondance du 13 juillet dernier, le parquet près de la Cour constitutionnelle a enjoint le gouverneur du Congo central, Atou Matubwana, de démissionner. Le procureur invite le vice-premier ministre de l'Intérieur à désigner un intérimaire en vue d'assurer la continuité des services publics. Patrick Chivava, vous n'allez quand même pas me dire que ce qui s'est passé avec les nominations au sein de notre armée, c'est encore une opération de charme. Oui, exactement, c'est une opération de charme. Je l'ai dit, c'est tout ce qu'il va faire et je pourrais vous montrer en quoi c'est une opération de charme et en quoi il devait faire autre mieux pour gérer le pays. Quand même, c'est quand même la défense, c'est quand même notre armée. Vous n'allez quand même pas étaler les faiblesses de notre armée. Non, non, je ne veux pas étaler les faiblesses de notre armée, je ne parlais pas de son fonctionnement, que je ne maîtrise pas trop, parce que je ne suis pas du domaine. Mais simplement, je parle de la forme de ce que je vois. On veut nous dire... Il y a une nomination ou permutation, en fait. Il y a une permutation. Dans la permutation, il y a des gens qui ont eu des promotions, c'est-à-dire ils ont été nommés. On voit que les fonctions clés n'ont pas vraiment bougé. Ce sont les mêmes personnes. On crie tous à la victoire pour avoir mis John Numbi à côté, mais on l'a remplacé par Takonfort. Je vois vraiment pas de différence qu'il y a entre John Numbi et le général Amissi. Pas de différence. Alors finalement, on a fait quoi? On apprend que ce serait sous la pression des pays extérieurs. Alors je me demande, un domaine de souveraineté comme l'armée, s'il faudrait agir parce qu'on a eu de la pression extérieure, à quoi on sert? Pourquoi est-ce qu'on veut s'appeler un État? Pourquoi on pense que nous avons des dirigeants s'ils doivent avoir la pression extérieure pour bouger dans l'armée? Mais cette pression-là est due à quoi? Parce que ces généraux ont été cités dans plusieurs rapports, comme rapport mapping et les autres. Non, mais si on veut parler des rapports, le général Gabriel Ami c'est aussi parmi les sanctionnés, non? Mais on l'a promis. Une étoile de plus, il a 4 étoiles maintenant, et une fonction comme inspecteur général des FARDC. Donc, alors qu'il est parmi les personnes qui sont sanctionnées. Donc ça ne sert à rien. Est-ce que vous comprenez quand même cette réaction presque coup sur coup? Moi je me dis, parce qu'on est sur Twitter, on les suit, juste après on a vu la réaction de certaines autorités américaines et ça a choqué plus d'un ici en République démocratique du Congo. Oui, c'est la preuve que c'est sous leur influence que M. Tshilombo agit. Et c'est véritable. Kabila, on disait qu'il a vendu le pays, et lui je crois qu'il faut chercher un superlatif. Parce que si on n'a pas de souveraineté, ça ne sert à rien. Les souverainetés internationales, je vais dire. Mais ça devait quand même arriver aussi, ce changement au sein de l'armée nationale, parce que c'est un domaine régalien, ça revient domaine de souveraineté pour le chef de l'État. Oui, mais ce qu'on a vu là, ce n'est pas un changement. Ce n'est pas un changement parce qu'en réalité, les généraux allaient rester. On a pris le monsieur qui est accusé pour les meurtres de Kamuna Sapou, on fait de lui... C'est qui celui-là? Vous avez son nom? J'ai oublié son nom, je connais son prénom, Obed. Le général Obed, qu'on a transformé en chef d'état-major général adjoint en charge des opérations. Dans les opérations, les terrains de l'armée, on a donné entre les mains de quelqu'un qui a la gâchette facile selon les rapports.
On a pris Amissi qui est dans le rapport des crimes de vente d'armes aux rebelles, ainsi de suite. Et à Kitona, on a passé qui? C'est vrai que je n'ai pas tout le monde, mais à Kitona, on a quand même passé quelqu'un bien à la base de Kitona. Bon, à Kitona, c'est le monsieur qui était le chef de la garde républicaine sous Kabila. C'est lui qui est maintenant le chef de Kitona, le général qui me pète quelque chose comme ça. Ilunga, le général Ilunga qui pète. C'est lui qu'on a passé là-bas. En réalité, ce n'est pas le même changement. Bon, c'est vrai aussi dans l'armée, on ne va pas prendre de novices sur le mètre. Exactement, c'est ça que les gens vous disent que vous critiquez pour critiquer, parce qu'on ne peut pas inventer la roue. C'est comme les magistrats, ils sont là. En fait, ce sont tous des Congolais. Pourquoi on doit les critiquer? On doit les prendre où ils ont été formés, ils sont militaires. On ne peut prendre que là. On ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas si on parle des magistrats maintenant, parce qu'il y en a beaucoup à dire sur la question. Mais pour l'armée, la critique vient d'où? Pourquoi est-ce que les gens critiquent? Parce que lorsque lui pose ses actes, directement ces fanatiques prennent les relais. État des droits, déboulonnement, ainsi de suite. Et les autres qui viennent critiquer, ils constatent seulement qu'on a déboulonné, rien du tout. Maintenant, on les démontre. L'aide des corps de Joseph Kabila, celui qui se mettait souvent derrière lui, là. Il a été promu avocat général des forces armées, pour l'état général. On voit celui qui était chef de la garde républicaine, il est à la Kitona. On voit Obed qui était au Kassai, on a envoyé ici. On voit Amissi, on a envoyé inspecteur général. On démontre maintenant au chantre du déboulonnage et de l'état des droits ce n'est pas ce qui s'est fait. C'est une action normale. Et c'est là qu'il vient à la rescousse pour dire qu'il fallait qu'on prenne des novices pour les mettre là-bas. Personne ne l'a dit. Mais c'est à eux de ne pas dire qu'on veut déboulonner quelque chose. Lorsqu'on voit ces changements, qui peut dire que le système Kabila est vraiment déboulonné? Personne. Ce sont les mêmes personnes, les mêmes têtes qui sont... Mais les gens, c'est vrai que nous suivons ce que dit cette population, parce que nous avons une population mature, une population réfléchie tout de même, qui pense que c'est une tactique du président de la République. Il faut y aller pas à pas. On ne peut pas mettre quelqu'un ou un partenaire hors course comme ça, parce que Kabila, qu'on le veuille ou pas, il a fait 18 ans comme président de la République. Il a quand même des racines implantées en République démocratique du Congo. On ne peut pas le faire partir d'un coup de balai. Moi, je pense plutôt que c'est une tactique de Kabila, qui sait que la majorité des Congolais savent que Chilombo son pantin, son placebo, son prêtre. Non, alors il doit faire un effort pour que les gens constatent qu'il est pas ça, qu'il est indépendant, sinon ça ne sert à rien. Il manquera l'effet surprise. À chaque fois que Chilombo pose un acte en faveur de Kabila, on dira parce que Kabila les manipule. Il doit fournir un effort pour que la population ne voie pas en Chilombo est manipulé. C'est plutôt une tactique de Kabila. Kabila est-il aussi fort que vous le dites, que vous l'affirmez comme ça? Non, s'il était aussi fort, s'il était aussi fort que ça, on n'allait pas le battre. On n'allait pas les pousser à ne pas postuler pour la troisième fois. Mais simplement, M. Chilombo a donné à Kabila des béquilles. Il a donné à Kabila un moyen de pérenniser son pouvoir, carrément. La CPI peut-il un jour venir pour arrêter M. Kabila? Pour avoir fait quoi? Il faut d'abord qu'il y ait des accusations. Mais il y a quand même des ONG internationales ou des ONG des Congolais à l'extérieur qui ont formulé le souhait de voir déposer plainte ou que la CPI vienne. Personnellement, je vois trop de la politique dedans. On manipule, celui qui veut manipuler, il manipule, celui qui ne veut pas manipuler, il ne manipule pas. Tous ces ONG qui écrivent, les crimes pour lesquels la CPI peut se saisir sont clairs. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, génocide et les crimes d'agression, je crois, si je ne me trompe pas, les 4. Donc, si on accuse Kabila de quelque chose qui est de la compétence de la CPI, on doit choisir là-bas. Vous êtes juriste de formation. Ce qui se passe avec le gouverneur, quand cette guerre des cours constitutionnels qui dit ça, lui rétorque comme ça, quelle est l'image en fait de notre justice aujourd'hui? Est-ce que la Cour constitutionnelle avait raison de dire à Tumbatubuna, c'est Matubwana par exemple, de déposer, lui il rétorque, c'est pas ça? Qu'est-ce qui se passe avec notre justice aujourd'hui? J'ai étudié les droits et j'enseigne les droits à l'université. Mais ce que je vois là, ça me fait très mal au cœur en fait. On sent une série d'incompétences et de mégestions dans tous les secteurs, que ce soit administratif ou judiciaire. D'abord, le procureur général pour la Cour constitutionnelle a raison et a tort. Pourquoi il a raison? Parce que il constate que M. Atou Matubwana n'a jamais attaqué sa décision à la Cour constitutionnelle. C'est que le droit constitutionnel politique de notre pays prévoit. Donc, il constate qu'il n'a jamais attaqué, il demande au monsieur de se mettre à l'écart. Il a tort, pourquoi? Parce que M. Atou Matubwana a un jugement
pour faire usage de faux qui annule le PV de sa destitution, du coup, détruit le PV. Mais simplement, dans le cadre des droits, il y a ce qu'on appelle l'autonomie. Il y a l'autonomie du droit constitutionnel. On ne peut pas se prévaloir d'un procès pénal pour éviter un recours au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est que Atou Matoubouna devait faire, malgré le procès pénal qui a détruit le PV, lui devait aller au niveau constitutionnel et avait comme argument, entre autres, que j'ai un jugement qui détruit ce PV. Deuxièmement, il avait porté plainte pour faux usage des faux, il paraît. Mais lorsqu'on parle du jugement, on écoute là, on voit les tribunaux de paix des Matadi. Alors je me pose la question. Les faux usages des faux, c'est une infraction punissable de 5 ans et plus. Comment est-ce que le tribunal de paix s'était saisi de ces dossiers alors qu'il n'était pas compétent? Le tribunal de paix s'est saisi des infractions dont le peine va de amendes transactionnelles jusqu'à 5 ans, donc moins de 5 ans. Le faux usage des faux, c'est une infraction qui est de la compétence du tribunal de grande instance. Je ne sais pas si je me trompe. Alors je ne comprends pas comment est-ce que Atou Matoubouna a l'arrêt, plutôt la décision judiciaire, le jugement du tribunal de paix et non de grande instance, et dit que cette décision-là détruit mais c'est vous les juristes qui détruisez ce pays. Tout ça c'est un imbroglio. Est-ce qu'il n'a pas de conseiller juridique? Chacun lit la Constitution, tire la Constitution vers lui. Mais c'est vous les juristes qui détruisez ce pays. Je suis désolé. Voilà pourquoi à une certaine période, lorsque la République des juges faisait un peu l'actualité, j'avais dit à son époque que la République des juges est autant mauvaise que la République des militaires. Elle est autant mauvaise que la République des politiciens. Les excès, ça nuit toujours. Les magistrats doivent être magistrats. Lorsqu'on veut faire des magistrats de Dieu, on veut faire des magistrats le maître des vies et des morts. On n'est pas dans une république. Maintenant, on utilise de la politique en manipulant certains magistrats ou certains avocats pour nuire à d'autres adversaires politiques. C'est ça le problème. Parce que si c'était une personne qui voulait rentrer dans ce droit de manière normale, il allait saisir des avocats qui allaient étudier les dossiers en toute objectivité, elle allait déposer la plainte pour faire usage des faux au tribunal de grande instance. Mais sûrement parce qu'il y avait des accointances et la facilité d'avoir un jugement en sa faveur. Du coup, la République des juges est autant mauvaise que la République des politiciens, que la République des militaires. Il faudrait que les magistrats soient magistrats, les politiciens soient politiciens et les militaires soient militaires. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le report de l'inauguration du monument du feu Étienne Tshisekedi et la prise d'acte de la démission du juge Benoît Louamba. Dixième rue Limité, un carrefour qui joint l'avenue qui mène vers la résidence de l'opposant historique Feu Étienne Tshisekedi à celle qui arpente le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ici sera immortalisé les combats de celui qui se faisait appeler Sphinx de Limité. Œuvre d'un jeune patriote congolais du nom de Iyombe Basanga Pedro, laquelle jusqu'ici ne connaît pas une date précise de son inauguration. Après avoir tenté par 2 fois en vain d'organiser la cérémonie y afférente, le bourgmestre de la commune confirme dans les tout prochains jours la tenue de l'activité à cet effet. Papa Étienne Tshisekedi, les alinani, témoins, les lots, les alinani, il y a solo de regretter il faut maman Zala, parce que autre salango non seulement à l'honneur il y a biso ba congolais, à l'honneur il y a biso ba quinois, mais à l'honneur surtout il y a maman. Donc les alines normales pour patienter, maman Azala pour jouer ça et sengo au même moment et sengo na bisa rapé mais vous allez sengo qui tout pour ça immortalisation. Ala sûr que prochainement vous allez bien coller. Même l'auteur de l'œuvre en question ne désespère pas. Tout va bien, c'est juste que l'homme propose, Dieu dispose. Je crois que prochainement ça ne va pas rater. Pour lui, c'est pas le président Aïjamak, c'est pas le CG, c'est pas que ce soit. C'est Dieu qui a voulu en fait. Mais à quand la coupure du ruban symbolique, c'est la question qui préoccupe tant les combattants qui brûlent de faire une agréable découverte.
Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature ad interim a transmis au chef de l'État le procès-verbal de prise d'acte de la démission de Benoît Luamba Bindu, président de la Cour constitutionnelle. Il a également transmis copie pour information à la présidente de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et aux juges de la Cour constitutionnelle. Dans sa correspondance adressée au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le juge Fungamoli Mamouata dit transmettre le procès-verbal par lequel les membres de la Cour constitutionnelle réunis en assemblée plénière le 10 juillet dernier ont pris acte de la démission de Benoît Luamba de ses fonctions de président de la Haute Cour. Le chef de l'État a pour ce faire chargé son directeur de cabinet AI, le professeur Désiré Casimir Kolongele Eberande, d'accuser réception de la dite correspondance ce mardi 14 juillet 2020. Dans ce document, le président de la République, Félix Tshisekedi, dit saisir cette opportunité pour féliciter et remercier une fois de plus le président démissionnaire pour les services rendus à la justice de la RDC. Cet échange de correspondances s'est effectué pendant qu'une lettre de démenti de cette démission légalisée à l'ambassade de la RDC en Belgique circule dans les réseaux sociaux. Un démenti qui, visiblement, n'aurait pas d'impact sur la prise d'acte de sa démission par ses collègues juges. Patrick Chiva, vous l'avez dit tout à l'heure, la République des juges est tout autant néfaste que la République des militaires ou la République des politiques. Mais avec ce qui se passe encore avec M. Benoît Luamba, c'est encore une mauvaise image des juristes, des magistrats, des avocats. Qu'est-ce qui se passe réellement? A-t-il démissionné? On ne comprend plus très bien ce qui se passe. Déjà, la démission, par définition, c'est une rupture volontaire du contrat de travail, dans le cadre de travail. Donc, c'est volontairement que ça s'est fait. Alors, je me demande pourquoi c'est une personne qui doit se retirer volontairement. Il faut qu'il y ait tous ces jeux de ping-pong. Il a démissionné, il n'a pas démissionné, il démentit, son avocat sort, qui était même candidat président de la République, Théodore Ngoï, pour dire qu'il n'a pas démissionné, il a démissionné. On sent qu'il y a anguille sous roche. On sent qu'il y a de la politique qui tire les ficelles. Mais on ne sait pas. Dans tous les cas, que ce soit du côté des Chulombo ou du côté des Kabila, celui qui tire les ficelles, il est vraiment ridicule. Ça ne sert à rien. Pourquoi tirer des ficelles jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi ne pas laisser les choses se faire de soi? C'est un vieux monsieur, il a travaillé toute sa vie pour la magistrature. S'il veut partir, qu'il parte comme il veut. On ne doit pas l'obliger à partir. Le FCC ne veut pas l'obliger à rester. Essayons de comprendre ça pratiquement, Chivava. Est-ce que c'est le FCC qui ne veut pas du départ de M. Benoît Luamba? Mais il y a deux versions. Il y a la version qui circule selon laquelle le FCC ne veut pas qu'il démissionne. Et lui, il est fait par surprise. Il y a une autre version qui dit que le camp de M. Chulombo aurait entré en contact avec lui pour le demander de démissionner en lui garantissant certaines choses. Et j'ai dit, dans les deux cas, c'est ridicule pour un pays. C'est ridicule qu'on commence à se donner après exercice. Je ne vois pas pourquoi on doit le faire. C'est quand même la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle, c'est le numéro 1 des magistrats qu'on est en train de jouer, avec qu'on est en train de jouer. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature. On nous parle de la République des magistrats. Si le numéro 1 des magistrats, on joue avec lui comme ça. Celui qui tire de ce côté, l'autre tire de l'autre côté. A fortiori, un simple magistrat du tribunal de paix ou du tribunal de police. Mais la République des juges que fustige Janine Mabunda, pourquoi on en a tellement peur? Parce que beaucoup de personnes traînent leur casserole avec elle. Le problème, ce n'est pas d'avoir peur de la République des juges. Le problème avec Janine Mabunda et les FCC, c'est qu'ils sont habitués à manipuler. Et ce qu'eux, ils appellent la République des juges, ce n'est pas l'indépendance de la magistrature comme certaines personnes le disent. C'est simplement que la manipulation change de camp. C'est-à-dire, les magistrats restent manipulés, mais par une autre personne qui serait adversaire politique ou qui pourra utiliser cette manipulation contre eux. Et c'est un abus. Moi, j'aime bien m'ouvrir un tout petit peu. C'est vrai qu'on nous parle tout le temps de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui. Prenons l'exemple d'un pays qu'on côtoie tous les jours, la France. Est-ce que la justice française est-elle indépendante réellement? Ou la justice américaine est-elle vraiment indépendante? Il faudrait dire que l'indépendance, ça a toujours été un idéal. Ce n'est pas quelque chose qu'on atteint à 100%. Donc, soit la France, la Belgique ou les États-Unis. Parce qu'il y aura toujours un certain niveau où le magistrat dépend du politique, par exemple.
l'exécutif. Par exemple, aux États-Unis, c'est les chefs de l'État qui nomment le procureur général, qu'on appelle avocat général de la République. Du coup, c'est quelqu'un qui doit être de son obédience. Il dépendra de lui en quelque sorte. Mais le système judiciaire reste indépendant. C'est le système qu'on doit instaurer comme indépendant. C'est-à-dire, même si on prend quelqu'un d'obédience sur le B, une personne ne peut pas détruire tout un système directement. Mais le problème chez nous, c'est que c'est le système qui dépend des gens. Parce que, pour être magistrat, d'abord, pour être magistrat de manière simple, on a vu à l'époque de Lusolo aussi, 2010-2011, il faut avoir des parrains. C'est-à-dire les parrains en politique qui fait de toi magistrat, lorsque tu es dans le pétrin, devoir de mémoire ou obligation morale, tu les soutiens. Donc tu ne sais pas faire ton travail avec indépendance. Lui, ce n'est pas celui qui a fait de toi magistrat. Et là aussi c'est pareil, ainsi de suite. Quand tu entres dans la magistrature, il faut que tu aies des promotions. C'est le conseil supérieur de la magistrature qui doit décider. Tous ces hauts magistrats, ils ont aussi leurs poulains et leurs clients. Le clientélisme s'installe. Du coup, le système n'est plus indépendant. Lorsque eux qui sont devenus au conseil supérieur de la magistrature ont des parrains politiques, les parrains demandent à leurs clients qui sont au conseil supérieur, les clients qui sont au conseil supérieur demandent à celui à qui il a donné la responsabilité d'un tribunal de paix très loin d'exécuter parce qu'il veut protéger les intérêts de son parrain. Alors que ce n'est pas les parrains de l'autre. L'autre est obligé de rendre un jugement unique, comme on l'a vu avec l'arrêt de la Cour sur les contentieux électoraux entre nous, la dynamique de l'opposition, nous sommes devenus dynamique pour la vérité des yeux, et M. Tshilombo. Donc notre justice actuellement n'est pas du tout indépendante. Pas du tout. Pas du tout. Et très loin de devenir. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, je serai obligé d'en parler, il y a des nominations des magistrats. Ça viendra ou c'est... On a nommé des magistrats hier, je crois, avant-hier. C'est l'opération des charmes. C'est encore, on veut gérer les gens, on veut monter une bonne image. Parce que, moi, à la place, par exemple, lorsque nous, on était étudiants, on nous a appris qu'on avait un seul ordre de juridiction. Avec la Constitution de 2006, la Constitution a instauré 3 ordres. Nous avons maintenant l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et l'ordre constitutionnel. Bon, il y a un débat de doctrine sur l'ordre constitutionnel. Mais qu'à cela ne tienne, l'ordre administratif n'a pas encore été installé. Nous avons que le Conseil d'État qui est le sommet. Mais les cours d'appel administratifs, les tribunaux administratifs ne sont pas encore installés. Lorsqu'on était en contentieux, le contentieux électoral de l'élection législative provinciale, ça s'est fait à la cour d'appel administratif. Mais comme ce n'est pas encore installé, c'est la cour d'appel qui assure le rôle de la cour d'appel administratif. Au lieu de vouloir nommer des magistrats pour installer cet ordre de juridiction, ce serait ça rendre service à la nation congolaise. Mais qu'est-ce que M. Tshilombo fait? Il choisit certains professeurs à qui il pourra demander service peut-être plus tard. Il le nomme au Conseil d'État. Comme si le Conseil d'État manque de magistrats. Le Conseil d'État ne manque pas de magistrats, même pas des dossiers. Mais il faut créer, c'est-à-dire remplir l'ordre des juridictions administratives. C'est ce qu'il n'a pas fait. Et une personne des chambres. On voit la Cour constitutionnelle. Alors, la Cour constitutionnelle, on nomme 3 juges. On fait un jeu là qui n'est pas sincère pour déplacer des juges, comme Kabila avait fait en 2019, je crois. Lorsque Banyako a démissionné, et Sambou a démissionné, et puis il y a un juge qui est mort. Au lieu de faire les tirages au sort. Maintenant, on fait la même chose. Les tirages au sort doivent être faits en 2021. Mais on oblige Luamba à démissionner, on bouge des juges, Kilomba et notre, j'ai oublié, on les envoie au conseil, à la Cour de cassation, pour créer les villes et nommer 3 juges. Alors qu'un chef d'État, tel qu'on a prévu notre Cour constitutionnelle, aucun chef d'État peut nommer 3 juges de son obédience à un seul mandat. On nomme 3 juges, c'est de la tricherie qu'on a fait. On prend Kalouba, on le nomme à la place de l'homme. Maintenant, les problèmes que nous avons, en 2021, il y aura tirage au sort ou pas? Et s'il y aura tirage au sort, qui vont participer? Parce que les 3 juges qui sont venus remplacer. Ce ne seraient pas les 3 juges qui ont été nommés en 2019 qui vont remplacer, qui seront tirés au sort, parce qu'ils n'entrent pas dans le tirage au sort. C'est les 6 autres qui devraient être tirés au sort. Donc, ça dit les 3 restants de l'ancienne et les 3 qu'on a nommés hier ici. Et sur les tirs au sort, c'est-à-dire, Dieu donné Kalouba peut les tirer au sort, il fera que 2 ans, disons 1 année, comme juge. Ce n'est pas sérieux. Alors qu'il y a un problème sérieux au niveau constitutionnel, les juges référendaires. Il faut qu'on nomme les juges référendaires. Ce serait ça rendre les services à la population et bien sûr à l'État congolais. Mais ça, on ne le fait pas. Les juges référendaires, ils en font jusqu'à 50 ou 60. Nommer les juges référendaires comme ça, la Cour constitutionnelle aura beaucoup de juges. On ne va pas avoir les contentieux électoraux qui prennent des millénaires. Mais parce qu'on veut faire les opérations des chambres, on fait de la politique, on bouge un peu de gens, on influence d'autres personnes pour nommer les siens. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays avec les opérations de charme. Je l'ai dit depuis le début du journal et je continue à le dire. Les opérations de charme, selon Patrick Chivava, nous allons terminer par ces statues qu'on devait normalement inaugurer, ce monument d'Étienne Tshisekedi à la 10e rue. Il le mérite, ce monument?
Ça dépend de comment est-ce qu'on veut l'élever. Il y a des gens qui estiment qu'il est un dieu, il y a des gens qui estiment qu'il est juste un être humain. Moi, je suis de ceux qui pensent que, comme la majorité des Congolais, disons, la majorité même écrasante, il a fait ce qu'il pouvait faire pour son pays et que, bon, il ne mérite pas peut-être d'être élevé au niveau d'un héros national ou bien d'être vénéré. Mais pour ce qu'il a fait, il a fait. Kengo Wadondo, votre lecture, il a été élevé au rang de héros de l'ordre du Grand Cordon Kabila. Il le mérite aussi? Parce que ça crée polémique hein, pour Kengo Wadondo. Personnellement, je le ferai aussi pour Kengo Wadondo. Si on regarde son parcours, il a été à la tête de tous les trois pouvoirs. Donc, il a été Premier ministre, à la tête de l'exécutif, il a été procureur général à la tête du judiciaire, il a été président du Sénat à la tête des législatives. Ah, c'est par rapport à ça, donc, par rapport à son parcours, tout simplement. Et nous, les praticiens des droits, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il y a un discours de procureur de la République qui est beaucoup plus connu que le discours de Kengo Wadondo de 75 en tant que procureur. On appelle ça le mercurial. Le mercurial le plus connu de la justice congolaise, c'est le mercurial de Kengo Wadondo de 75. Ok, donc son bilan, c'est peut-être par rapport à son parcours, mais les gens peut-être disent par rapport à l'homme, par rapport à son bilan. Ça pose peut-être problème, puisqu'on se rappellera en 97, avec l'arrivée de l'AFDL en 1997, quand il a dit que Kisangani ne tombera jamais. Mais Kisangani est tombé. Oui, c'est un être humain, il a le droit d'avoir des négatifs. Voilà, donc voilà, c'est ça l'image qui m'est restée de Kengo Wadondo, cette image forte. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Voilà, merci à Patrick Chivava d'être passé à la barre. Merci en tout cas à vous pour votre fidélité. Merci à tous celles qui me suivent dans ma page La Lyon Info, spécialement big dédicace à Josué Pembele. Et merci aussi à nos fidèles téléspectateurs de Congo Web Télévision. Et on se retrouvera, mesdames et messieurs, avec vraiment le même plaisir, peut-être un peu plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.